Paris, une ville où la pluie ne cesse de tomber ce matin-là, le centre judiciaire se trouve sous une couverture grise, où les rues sont envahies par le bruit des voitures et des piétons en hâte, cherchant un abri. Au cœur de ce tumulte se trouve le tribunal de grande instance de Paris, un endroit où le destin de nombreux citoyens est en jeu. Ce jour-là, pourtant, quelque chose de particulier va se produire. Le juge Gérard Lefebvre, un homme d'expérience connu pour sa rigueur inflexible et son attitude parfois condescendante, se prépare à ouvrir une audience cruciale. Mais dans cette salle bondée, parmi les avocats en costume impeccable et les clients nerveux, un jeune homme attire immédiatement l'attention. Louis Lefebvre, âgé de seulement 17 ans, franchit la porte du tribunal avec assurance. Malgré sa tenue modeste ou une chemise simple et des chaussures déjà usées, il semble avoir la force de captiver tous les regards. Son sac à dos, lourd de documents, pend à son épaule, mais son regard reste déterminé. Alors que les murmures s'élèvent autour de lui, il se dirige sans hésitation vers le banc de la défense. Le contraste est frappant, ce jeune garçon, seul contre l'armée d'avocats expérimentés, semble surclassé par l'endroit et la situation. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Louis est ici pour défendre une cause juste. Il est l'avocat de Claire Dumas, une vieille dame qui lutte contre une puissante entreprise agricole, Agridou. Lorsque Louis prend la parole pour se présenter, un silence choqué envahit la salle. Qui est ce jeune homme pour se tenir là, en tant qu'avocat? Le juge Lefebvre, intrigué mais sceptique, l'interroge vivement sur ses qualifications. Mais Louis, implacable et serein, lui répond avec une assurance hors du commun pour son âge. Le verdict de la salle semble déjà donné, mais cette histoire est loin d'être terminée. Ne manquez pas la suite de cette incroyable aventure. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker la vidéo et de rester avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment Louis va bouleverser le monde de la justice. Le jeune Louis Lefebvre se tient là, devant la salle pleine d'avocats chevronnés, de juges et de témoins, avec la mission de défendre une cause qui semble déjà perdue. Ses mains tremblent légèrement, mais son regard reste fixe, déterminé. Le juge Gérard Lefebvre, observant le jeune homme avec un mélange de perplexité et de scepticisme, commence à poser ses questions. La salle est silencieuse, tous les yeux sont fixés sur ce garçon qui ose se présenter comme l'avocat de la défense dans une affaire où les enjeux sont immenses. « Vous êtes l'avocat de la défense ?» demande le juge, sa voix marquée par l'incrédulité. Il ajusta ses lunettes et fixa Louis, comme pour chercher un indice de cette plaisanterie qu'il pensait probablement être. Le silence s'intensifie, et quelques murmures se propagent parmi les avocats présents. Louis ne se laisse pas déstabiliser. Il répond, calmement, en énonçant son nom avec clarté, « Oui, Excellence. Je suis Louis Lefebvre, et je représente la dame Claire Dumas dans cette affaire. » Une onde de surprise secoue la salle, et des regards déconcertés s'échangent parmi les avocats expérimentés. Le juge, visiblement plus curieux que moqueur, se penche en avant et poursuit, « Vous êtes un avocat ?» Louis garde une attitude calme, malgré le poids de la question. Il sait que chaque mot qu'il prononcera sera scruté. Avec une assurance qui semble défier son âge, il répond, « Oui, Excellence, je suis avocat inscrit à l'ordre des avocats. J'ai bien rempli toutes les formalités légales pour exercer. » Un silence lourd s'installe alors que le juge parcourt ses papiers, visiblement sceptique, puis regarde les documents remis par Louis. Alors que les murmures s'amplifient dans la salle, le juge Lefebvre finit par lâcher un rire sec et sarcastique. « Cette audience est bien réelle, jeune homme. Ce n'est pas un jeu de rôle. Où est votre avocat principal ?» Le ton est moqueur, mais Louis, sans perdre son calme, rétorque, « Je suis bien l'avocat de ma cliente, Excellence. Je suis ici pour défendre ses droits, et c'est ce que je ferai. » Le juge, ne voulant pas paraître trop favorable, continue d'examiner les papiers et demande un délai pour vérifier la véracité des documents. Louis, sans se laisser influencer, attend avec une sérénité impressionnante. Ses mains sont légèrement moites, mais sa posture reste droite. Alors que la salle attend, les yeux des avocats se posent sur lui, certains avec amusement, d'autres avec scepticisme. Aucun d'entre eux ne croit qu'un jeune homme de 17 ans puisse être capable de se mesurer à eux. Le temps semble s'étirer, jusqu'à ce que le juge prenne finalement la parole. « Très bien, il semble que vos papiers soient en règle. Vous êtes bel et bien avocat. Mais je vous en prie, expliquez-moi comment un jeune homme de votre âge a pu obtenir un tel diplôme et être en mesure de défendre une cause aussi complexe. » Le juge attend sa réponse avec un air de défi, se demandant si Louis saura répondre à une question qui semble hors de portée pour quelqu'un de si jeune. Louis ne baisse pas les yeux.
Il prend une profonde inspiration et regarde le juge avec une détermination sans faille. L'excellence, l'âge n'est pas ce qui compte dans ce tribunal. Ce qui importe, c'est la vérité et la justice. J'ai travaillé dur pour arriver ici. J'ai étudié sans relâche, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour être là aujourd'hui. Et ce n'est pas la première fois que l'on doute de moi, mais je suis là parce que je mérite ma place. Sa voix est calme, mais forte, et dans ses mots résonne une conviction que même les plus sceptiques ne peuvent ignorer. Le juge, visiblement pris de court, ajuste ses lunettes une nouvelle fois. Il observe le jeune avocat pendant un moment, mais quelque chose dans l'attitude de Louis semble le désarmer. Peut-être que le jeune homme ne se laissera pas abattre si facilement. Peut-être que, juste peut-être, il est réellement capable de défendre cette cause. Le juge, bien qu'encore incertain, acquiesce lentement. Très bien. Si vous êtes aussi déterminé, alors vous pouvez commencer. Mais sachez que je ne ferai aucune concession en raison de votre âge. Vous êtes ici pour défendre la loi, pas pour faire des discours. Louis hoche la tête, prêt à relever le défi. Alors que la salle attend, la tension palpable, Louis Lefebvre prend sa place derrière le pupitre. Les regards, un instant détournés, se concentrent à nouveau sur lui. Il sait qu'il doit prouver qu'il n'est pas seulement un jeune homme avec de grandes ambitions, mais un véritable avocat prêt à se battre pour la justice. Et, pour la première fois de sa vie, il ressent la pression de devoir défendre non seulement Claire Dumas, mais aussi lui-même. Mais peu importe les obstacles, Louis sait qu'il a une chose que personne ne peut lui ôter, sa détermination. Le regard de Louis se perd un instant, comme s'il revivait les années qui l'ont forgé. Il pense à sa mère, Anne, cette femme qui a sacrifié tant de choses pour lui offrir un avenir. Louis est né dans un quartier modeste de la banlieue parisienne, où les rêves semblaient souvent écrasés par la dure réalité. En grandissant, il a appris très tôt que la vie n'offrait pas de cadeaux. Son père les avait quittés lorsqu'il n'avait que quelques mois, laissant Anne seule pour l'élever. Malgré les épreuves, Anne n'a jamais baissé les bras. Elle travaillait comme femme de ménage dans les quartiers plus riches de Paris, et ses journées commençaient bien avant l'aube, souvent pour finir bien après la tombée de la nuit. Louis se souvient des repas frugaux, des chambres sans chauffage, mais aussi de l'amour incommensurable qu'elle lui portait. Dès son plus jeune âge, Louis s'est distingué des autres enfants du quartier. Tandis que ses camarades jouaient dans les rues, lui préférait passer des heures à dévorer des livres. Les rares ouvrages que sa mère pouvait lui offrir, ou qu'elle récupérait après les journées de ménage dans les maisons des plus riches, étaient ses trésors. Il n'était pas rare qu'il lise un livre jusqu'à ce que les pages s'effritent. À l'école, il attirait l'attention de ses enseignants par sa curiosité insatiable et sa capacité à comprendre des concepts complexes en un clin d'œil. Cependant, ce n'était pas toujours bien vu. Les autres élèves, issus de familles plus aisées, le considéraient souvent comme différent, voire bizarre. Il se souvient de leurs moqueries et de leurs jugements. « Ce n'est pas ton monde, Louis », lui disait-il souvent. Mais à chaque moquerie, il répondait avec plus de détermination, sachant qu'il n'avait qu'une seule option, réussir. À l'âge de 12 ans, Louis s'est inscrit à une compétition régionale de rédaction, un événement qu'il voyait comme une occasion de se prouver à lui-même. Son texte, Le droit de rêver, était une réflexion profonde sur les injustices sociales, sur les barrières qui séparent les riches des pauvres et sur l'importance de l'éducation comme moyen de changer le monde. Il ne s'attendait pas à ce que son travail attire autant d'attention. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Non seulement il a remporté le concours, mais un journaliste local a écrit un article à son sujet, mettant en lumière ses talents. Cet article a changé sa vie. Grâce à la visibilité obtenue, Louis a pu décrocher une bourse d'études dans un prestigieux lycée de Paris, un établissement où il se retrouverait parmi les enfants des classes les plus privilégiées. Cependant, ce succès a aussi marqué le début de nouvelles épreuves. L'accueil dans son nouveau lycée n'a pas été facile. Louis était le seul élève noir de sa classe et venait d'un milieu modeste. Très vite, il a été confronté à des regards méfiants, à des railleries à peine voilées et à des préjugés flagrants. Un jour, un camarade lui avait lancé, avec un sourire moqueur, « Ce n'est pas ton genre d'endroit, toi. Tu te rends compte ?» Mais ces attaques n'ont jamais entamé sa volonté. Louis savait que son savoir, sa détermination et son rêve étaient plus forts que les stéréotypes. Le soutien de sa mère, qui lui répétait sans cesse que l'éducation était la clé de son avenir, le motivait à persévérer. « Mais tu es mon génie, Louis. Ne laisse personne te dire que tu n'as pas ta place », lui disait-elle chaque soir, quand il rentrait épuisé de l'école. Ces mots,
simple mais puissant, ont fait de lui l'homme qu'il était aujourd'hui, un combattant pour la justice, un avocat qui entendait bien changer les règles du jeu. Loin d'être découragé par les insultes, Louis s'est engagé dans des projets de débat et d'écriture qui l'ont amené à se faire connaître dans des cercles plus larges. Il est devenu le président du club de débat de son lycée, où il se battait pour des causes liées à l'équité, aux droits humains et à la justice sociale. C'était là qu'il a pris la décision de devenir avocat. « Je veux aider les gens comme nous », disait-il à sa mère en lui montrant ses notes parfaites en droit. Il rêvait de lutter contre les injustices auxquelles il avait été confronté toute sa vie, et il savait que le droit était le meilleur moyen pour y parvenir. À 15 ans, Louis a intégré un programme accéléré de droit, un tremplin qui lui a permis de commencer ses études à l'université avant même de terminer son lycée. Cela ne faisait que renforcer son objectif, prouver que, malgré sa jeunesse et ses origines, il était capable de faire une différence. À 17 ans, il a terminé son cursus et est devenu officiellement avocat, mais le chemin qui l'attendait n'était pas sans obstacle. Trouver un cabinet qu'il accepte a été un combat en soi. Les portes se fermaient souvent, les jugements étaient rapides, trop jeune, pas assez d'expérience, il manque le réseau. Mais Louis savait que, comme pour tout le reste de sa vie, il devait se battre pour sa place. C'est dans cette réalité, marquée par les difficultés et les défis, que Louis a accepté le cas de Claire Dumas. Une femme âgée, pauvre, qui luttait contre la grande entreprise Agridou pour conserver sa propriété. Louis savait qu'il ne pouvait pas la laisser tomber. Non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui, comme lui, avaient été ignorés et réduits à l'impossible. Cette cause, il l'avait choisie, car elle était plus qu'une simple affaire juridique, elle représentait tout ce qu'il avait traversé, tout ce en quoi il croyait. Le tribunal est plongé dans une atmosphère lourde et tendue. La salle d'audience, d'ordinaire un lieu de froide formalité, semble vibrer sous l'intensité de l'affaire qui se joue. Louis Lefebvre, toujours aussi calme et concentré, se tient à la barre, prêt à plaider pour Claire Dumas, une femme âgée qui, depuis plus de 30 ans, vit paisiblement sur un terrain que l'entreprise Agridou, une société agro-industrielle puissante, cherche désormais à s'approprier. Louis sait que cette affaire n'est pas seulement une question de propriété. Elle est l'occasion de défendre des principes fondamentaux, la justice, la vérité, et surtout, la dignité des personnes qui, comme Claire, n'ont que peu de moyens pour se défendre contre des géants économiques. Louis commence son exposé, sa voix forte mais contrôlée résonne dans la salle. « Excellences, mesdames et messieurs, je suis ici aujourd'hui pour défendre une femme qui a consacré sa vie à sa famille et à son travail. Elle est la véritable propriétaire de ce terrain. » Il brandit le document officiel de la propriété, un acte notarié signé par le défunt mari de Claire, et lève les yeux vers le juge Gérard Lefebvre. Le silence est total. Les avocats de l'autre partie, au fond de la salle, se montrent visiblement déstabilisés. Leur regard échange des signaux furtifs. Louis poursuit, ce terrain a été acheté de manière légale, il appartient à Claire Dumas depuis 1992. Et pourtant, une entreprise comme Agridou, avec toute sa puissance et ses ressources, tente de l'évacuer, de la priver de ce qui est sien. Les murmures dans la salle s'intensifient, mais Louis, implacable, poursuit son argumentation. Il expose les preuves qu'il a collectées, des témoignages de voisins, des photos du terrain datant des années passées, et surtout, une expertise indépendante qu'il a commandée pour démontrer les irrégularités dans les documents que l'entreprise a présentés pour revendiquer la propriété. Louis fait un geste vers un document spécifique. Voici la signature du soi-disant vendeur. Si vous regardez de plus près, vous verrez que la signature ne correspond pas à celle des autres actes authentiques de la même époque. Cela prouve que les documents ont été falsifiés. Il laisse le juge examiner la pièce avant de relever la tête. Cette manipulation montre clairement que la seule intention d'Agridou est de spolier une famille. Le regard du juge Lefebvre, jusqu'alors froid et impassible, se fait plus attentif. Louis sait que le véritable combat est devant lui. Les avocats d'Agridou, bien que visiblement contrariés, se lèvent pour contester, mais Louis les interrompt calmement. « Excellences, il ne s'agit pas d'une question de technique juridique complexe. Ce dont il est question ici, c'est d'une injustice flagrante. Ce tribunal n'est pas là pour soutenir des intérêts privés ou des corporations. Il est là pour protéger les citoyens, même ceux qui n'ont pas d'argent ou de pouvoir. » L'avocat d'Agridou, un homme imposant nommé Marc Tavares, se lève alors, un sourire condescendant aux lèvres. Il ajuste sa cravate avant de prendre la parole d'un ton supérieur. « Monsieur le juge, je comprends bien la position de mon confrère, mais il semble oublier un détail crucial, ce n'est pas la simple possession qui est en jeu ici, mais la validité des titres de propriété.
Les documents que nous avons fournis sont parfaitement légaux, et la partie adverse ne fait qu'enterrer son dossier sous des arguments émotionnels. Louis le fixe droit dans les yeux, n'ayant pas l'intention de se laisser démonter. Vous parlez de documents légaux, mais que dites-vous de la falsification des signatures? La salle se fige à nouveau. Marc Tavares semble momentanément perdu pour les mots, mais il reprend rapidement la parole, son ton plus incisif. Ce que vous suggérez ici est une accusation grave, sans preuve solide. Et, soyons honnêtes, un jeune avocat comme vous n'a pas les compétences nécessaires pour comprendre toute la complexité d'un tel dossier. Les attaques de Tavares sont clairement destinées à déstabiliser Louis, à lui faire douter de lui-même. Mais Louis, plus que jamais, se montre inébranlable. Il lève la main, demandant la parole. Je vous remercie pour votre remarque, monsieur Tavares, mais permettez-moi de souligner un fait important. Les preuves que j'ai présentées sont solides et étayées par des experts. Vous, de votre côté, vous appuyez sur une légalité technique qui n'a pas de fondement moral. Cette affaire est une question de principe. Il ne s'agit pas de qui est le plus âgé, ni de qui a le plus de diplômes. Il s'agit simplement de faire ce qui est juste. Le juge Lefebvre, qui jusque-là observait en silence, semble maintenant intrigué. Il repose son regard sur Louis, comme s'il cherchait à comprendre d'où vient cette force tranquille. Pour la première fois depuis le début de l'audience, il pose une question directe à Louis. Vous êtes convaincu que vos arguments sont suffisants, jeune homme? Mais pourquoi une entreprise aussi puissante que Agridou se donnerait-elle la peine de falsifier des documents pour un terrain de si peu de valeur? Louis, avec une confiance croissante, répond sans hésiter, parce que, Excellence, le pouvoir économique de ces grandes entreprises est tel qu'elles pensent pouvoir faire ce qu'elles veulent, sans conséquence. Elles oublient que ce qui est en jeu ici n'est pas seulement de la terre. Il s'agit de la vie d'une femme, de la dignité de ses années de travail, et du droit qu'elle a de rester chez elle. La salle, jusque-là remplie de scepticisme, se tait. Le juge Lefebvre semble réfléchir longuement à ces mots. Les minutes passent comme des heures, mais Louis continue de défendre son dossier avec une fermeté impressionnante. À chaque question, à chaque remarque de l'avocat d'Agridou, il répond avec calme, en étayant toujours ses arguments de faits solides. Son calme et sa préparation minutieuse commencent à avoir un impact. Peu à peu, même les avocats les plus expérimentés dans la salle semblent moins assurés. La bataille judiciaire est loin d'être terminée, mais Louis a déjà prouvé qu'il n'était pas là par hasard. Son adversaire, aussi puissant soit-il, n'avait pas anticipé qu'un jeune homme de sa trempe viendrait défier les règles du jeu. Et pendant ce temps, Claire Dumas, assise au fond de la salle, ne pouvait s'empêcher de sentir un espoir grandir en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle croyait vraiment que la justice pouvait la protéger. La tension dans la salle est à son comble. Le juge Gérard Lefebvre, après plusieurs heures d'audience intense, frappe enfin son marteau et annonce que le tribunal entre en délibération. Louis Lefebvre, épuisé mais toujours aussi déterminé, retourne à son siège, son regard toujours fixé sur le juge, attendant la décision qui pourrait changer la vie de Claire Dumas. La salle est plongée dans un silence lourd, chacun attendant avec impatience le verdict. L'avocat de l'autre partie, Marc Tavares, semble détendu, mais un air d'incertitude flotte dans l'air. Louis, lui, n'a pas de doute. Il sait qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour défendre Claire. Il a cru en sa cause et a su prouver que la justice n'a pas de prix, quel que soit l'âge ou l'origine. Enfin, après ce qui semble être une éternité, le juge Lefebvre prend la parole. Après avoir examiné attentivement toutes les preuves et les arguments présentés, ce tribunal arrive à la conclusion que la propriété en question appartient bel et bien à Madame Claire Dumas. Un murmure collectif traverse la salle. Louis, les yeux brillants de fierté, se tourne vers Claire, qui est déjà en larmes. Son visage, marqué par des années de lutte, éclate en un sourire sincère et rempli de soulagement. Elle a gagné. Elle peut enfin rester chez elle, là où elle a passé sa vie. Le juge poursuit, sa voix désormais plus douce. Je tiens à souligner l'exceptionnel travail de défense réalisé par maître Louis Lefebvre. Ce jeune avocat, bien qu'encore novice dans la profession, a su démontrer un professionnalisme et une détermination qui forcent le respect. Louis est surpris par ces paroles, mais il n'a pas le temps de réagir, car Claire se lève d'un bond, se dirigeant vers lui pour le prendre dans ses bras. Merci, Louis, merci de m'avoir sauvé. Vous avez changé ma vie. Les larmes de Claire coulent librement, mais cette fois, ce sont des larmes de gratitude. Les avocats d'Agridou, quant à eux, semblent abattus. Marc Tavares,
qui auparavant avait pris une attitude hautaine, s'avance lentement vers Louis. Il tend la main, un peu hésitant, mais la tendresse dans son geste témoigne d'une reconnaissance sincère. « Je dois l'admettre, maître Lefebvre. Vous m'avez fait mentir. Vous êtes plus que ce que je croyais. » Louis, avec humilité, serre la main de Tavares. « Nous sommes tous là pour chercher la vérité, monsieur. Ce qui est juste a triomphé aujourd'hui. » La nouvelle de cette victoire incroyable se répand rapidement, et le nom de Louis Lefebvre devient synonyme de courage et de détermination. Son histoire, celle du jeune avocat qui a défié les plus grands noms du droit, traverse les frontières du tribunal et fait la une des journaux. Les médias couvrent l'événement, et bientôt, des messages arrivent de tous les coins de la France, des jeunes qui se retrouvent dans son histoire et qui, grâce à lui, croient à nouveau en la possibilité de changer leur propre destin. Mais Louis ne se laisse pas emporter par la gloire. Il sait que ce n'est que le début. Après cette victoire, il décide de fonder un projet, Justice pour tous, visant à offrir une assistance juridique gratuite aux personnes issues de milieux modestes, comme Claire. Il souhaite montrer aux jeunes des quartiers populaires qu'ils aussi ont le droit d'être entendus et de se battre pour leurs droits. Ce projet prend rapidement de l'ampleur, soutenu par des avocats bénévoles et des universités partenaires. Louis devient une source d'inspiration, non seulement pour ses pairs mais aussi pour toute une génération qui rêve de justice. Quelques mois après la victoire, Louis reçoit une invitation inattendue. Le juge Lefebvre, qu'il respecte profondément, l'appelle pour un événement spécial au tribunal. Louis se rend donc au tribunal de grande instance, où une cérémonie est organisée en son honneur. Devant un public composé d'avocats, de juges et de jeunes étudiants en droit, le juge Lefebvre prend la parole. « Lorsque j'ai rencontré Maître Lefebvre pour la première fois, je n'avais aucune idée de l'impact qu'il allait avoir sur cette profession. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que ce jeune homme nous a tous enseigné une chose précieuse, la justice ne se mesure pas à l'âge, à l'expérience ou à la richesse, mais à la passion et à la vérité. » Louis, profondément ému, prend la parole pour remercier ses collègues et sa mère, Anne, qui a toujours cru en lui. « Ce n'est pas seulement une victoire pour moi, mais pour toutes les personnes qui croient en un avenir meilleur. » La salle explose en applaudissements. Louis Lefebvre, ce jeune avocat venu des quartiers populaires, est désormais un symbole de l'espoir et de la persévérance. Ce jour-là, dans ce tribunal, une nouvelle page de l'histoire de la justice est écrite. Et Louis, avec son humilité et sa détermination, continue son combat pour un monde plus juste, plus équitable. Une victoire pour tous.